Bonjour, je me présente maintenant. Je m'appelle Monem Sadawi. Dans cette partie, on va familiariser avec la pompe de circulation d'acide sulfurique et ses composantes techniques, ainsi que faire l'analyse fonctionnelle interne et externe de ce système. Alors tout d'abord, la pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide. Les pompes répondent toutes aux mêmes besoins, c'est déplacer un liquide d'un point à un autre. Pour déplacer ce liquide, il faut lui communiquer de l'énergie. Alors les pompes remplissent cette fonction. Le moteur qui alimente les pompes transforme l'énergie thermique ou électrique en énergie mécanique pour permettre le mouvement des organes des pompes. Alors, cette énergie mécanique est retransmise au fluide euh, et traduite sous forme de débit, c'est-à-dire énergie cinétique, et de pression, énergie potentielle. Ces énergies vont s'échanger et se consommer dans les circuits de l'installation. Alors, pour la description du système, en effet, les acides sont des fluides chimiques très répandus dans toutes les industries. Ils ont généralement des effets très importants sur les matériaux. Pour cela, il est impératif de sélectionner la bonne technologie de pompe avec les bons matériaux capables de résister chimiquement. Alors, pour cela, la pompe de circulation d'acide centrifuge est le mieux adaptée dans le système de pompage d'acide qui permet de pomper la grande variété des acides. Alors, la pompe de circulation d'acide est utilisée dans les milieux corrosifs, purs et contaminés, dans les industries, par exemple, chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques, et aussi utilisée dans le traitement des métaux, traitement des eaux usées, etc. Alors, pour la description technique du système, le principe de fonctionnement d'une pompe centrifuge repose sur l'effet de la force centrifuge grâce au hub de la roue. Celle-ci est placée dans le courbe de la pompe qui possède généralement deux orifices. Le premier pour l'aspiration dans l'axe de rotation et le second pour le refoulement perpendiculaire à l'axe de rotation. Le fluide prise entre deux hubs se trouve contraint de tourner avec la roue. La force centrifuge repose alors la masse de liquide vers l'extérieur de la roue où la seule sortie possible sera l'orifice de refoulement. Alors l'énergie fluide provient donc de la force centrifuge. Alors voici les principaux composants d'une pompe centrifuge de circulation à acide. Alors on a un, c'est le corps de pompe, deux, c'est le roue à aube, trois, c'est le couvercle de pompe, quatre, c'est la garniture mécanique, cinq, c'est le support intermédiaire, six, ce sont des pièces de suspension, sept, c'est l'arbre de pompe. Pour l'analyse fonctionnelle du système, on va commencer par l'analyse externe. Euh, alors, voici le diagramme bêta-cône de notre système. Alors, la pompe de circulation d'acide rend service au service de production et qui agit sur l'acide sulfurique pour but de faire le transfert de cet acide. Pour le diagramme de pieuvre, toujours dans l'analyse externe du système, le système a six fonctions de service par fonction principale. Cette fonction principale, c'est pomper l'acide sulfurique de l'aspiration vers le refoulement. La fonction 1, c'est ne pas aspirer à vide ou à débit faible. La fonction FC2, c'est s'adapter avec le milieu ambiant. FC3, c'est la pompe doit être facile à entretenir par l'opérateur, bien l'agent qui fait l'intervention. La fonction FC4, c'est avoir une vitesse d'aspiration et de refoulement à des directions adéquates dans les conduits d'aspiration et de refoulement. Pour la fonction FC5, c'est pouvoir refouler à des à des hauteurs spécifiques. Et pour la fonction FC6, c'est résister à l'abrasion et la corrosion. On passe maintenant à l'analyse interne du système. Voici le diagramme FAST de notre système. Alors, pour transférer de l'acide sulfurique, il faut tout d'abord faire tourner l'arbre de transmission. Pour faire ça, il faut assurer l'énergie par le moteur électrique. Lorsqu'on dit le moteur électrique, c'est-à-dire le stateur et le rotor. Et aussi, assurer la transmission de mouvement rotatif à l'impulseur, assuré par l'arbre et aussi assurer la transmission du couple grâce à l'accouplement. Et en plus, on doit assurer le guidage en rotation par glissement, qui est assuré par l'unité de guidage, décomposée en roulement, palier, laisse et bague. Aussi, on doit prendre le liquide de l'aspiration et le diriger vers le refoulement, assuré par le courbe, qui est décomposé en impulseur, pièce d'usure, courbe d'aspiration et orifice de refoulement. Et aussi, on doit assurer l'étanchéité grâce à les tresses et les garnitures mécaniques. Et enfin, on doit supporter et guider en rotation les arbres de transmission
grâce au boîtier de roulement, enveloppe, code et volute. Pour la décomposition structurelle, en fait, la pompe de circulation d'acide est décomposée en moteur qui entraîne la pompe en rotation, un pollet et un courroie qui transmettent le mouvement et la puissance du moteur, un canon et un course. Le canon est posé en un ensemble de paliers qui guide l'arbre de l'impulseur en rotation, un belon de blocage fouloir qui bloque le fouloir, vie de réglage qui ajuste l'impulseur, goujon de demi-course arrière qui fixe le demi-course arrière au socle, jointorique d'arbre qui assure l'étanchéité de l'arbre, entretoise d'arbre qui évite l'usure des tresses, joint du boîtier d'expelleur qui assure l'étanchéité de l'expelleur, impulseur qui transmet du CIOB l'énergie cinétique de l'arbre au fluide, chemise d'arbre qui évite l'usure des tresses d'arbre, fouloir qui serre les tresses, boulon de fouloir qui fixait le fouloir au boîtier d'expelleur, lanterne qui assurait le grisage et le refroidissement des tresses, boîtier d'expelleur qui permet de faire la protection d'expelleur, tresse qui assure l'étanchéité du canon, expelleur qui assure l'étanchéité dynamique de l'arbre, et un bac de fonte qui augmentait la surface d'appui entre les tresses et le boîtier d'expelleur. Pour le courbe, il est décomposé en un joint de brides d'aspiration et qui assure l'étanchéité des brides. Et aussi, il est décomposé en deux demi-volus, avant et arrière, qui évite l'abrasion du demi-courbe avant. Et aussi, il est décomposé en deux demi-courbes avant et arrière qui recueillir l'acide qui sort de la roue et la diriger vers l'orifice de refoulement. Un boulon de demi-courbe qui assemble les demi-courbes et enfin une pièce d'aspiration qui évite l'abrasion de demi-courbes avant. Et enfin, on a un griseur qui permettra le grisage des tresses. Merci, Monet. Une fois la liste des composants identifiés dans l'analyse fonctionnelle, dans les parties d'analyse fonctionnelle où on a effectué diagrammes face, diagrammes pauvres, diagrammes Pythagore, etc. Et à l'aide de l'historique des pannes de l'OCP, qu'on a obtenu à travers notre collègue Hussein, qui a déjà effectué un stage chez l'OCP en 2017, où on a cité la machine les plus critiques et on a trouvé que les pompes sont les pompes de la ligne de production de l'acide phosphorique, l'élément le plus critique. Et plus précisément, les pompes de circulation 53 AP01. C'est pour ça on va appliquer la méthode Handek. C'est une analyse des modes de défaillance de leur effet et leur criticité. Et on a alors, afin de maîtriser la défaillance, ce qui permet par la suite de garantir une viabilité, une maintenabilité, une disponibilité et une sécurité convenable. L'étude Handek Machine vise à réduire le nombre de défaillances ainsi que le temps de non-disponibilité des machines, tout en améliorant la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau de Handek? Tout d'abord, c'est le titre, c'est Handek Machine. C'est le système qu'on va appliquer, la méthode Handek. C'est la pompe de circulation préparée par nous. Pour le premier élément, on a l'ensemble de paliers. Alors, l'ensemble de paliers, c'est l'outage en rotation de la partie hydraulique de la pompe. Les modes de défaillance, il existe l'usure de l'arbre, le coincement de l'arbre d'entraînement, l'échauffement de boîtier de roulement et le bruit ou vibration. Sur l'usure de l'arbre, on a le cause, c'est le désalignement de l'arbre. Son effet, c'est la pompe va surchauffer. Et on peut la détecter par l'œil si on voit une faute. Pour le coincement de l'arbre, la cause, c'est le colmatage de la pluie et ce qui va causer ou qui va en conséquence la rupture du courant. Pour l'échauffement du boîtier de roulement, il existe plusieurs causes. Parmi ces, c'est le manque de graissage, le surtension du courroie et la fuite exagérée. Pour les effets, le manque de graissage il peut ne causer un grippage du roulement. Le grippage, c'est par exemple en cas de surchauffe, il subit en cours de rotation de le roulement tyrannique, puis les bagues de chemin de roulement
les éléments roulants et la cage se ramollissent. Alors, elles fondent et se déforment en fonction de l'évolution des dommages. Pour la fuite exagérée, comme effet, on va nous donner un geste de labyrinthe insuffisant. Et on peut la détecter par une fuite. Pour le grippage, on peut la détecter, c'est on effectue un mesure de tension. Alors, pour le bruit, le cause, c'est le mauvais alignement du poulet. Le mauvais alignement vient dans la phase de montage de l'épaulé ou de l'arbre. Le- il a été fait de mauvaise manière. Alors, il va donner une mesure d'épaule. Et pour la détecter par une analyse vibratoire des différents composants au sein des poulies. L'élément, c'est le moteur électrique. Son fonctionnement, c'est le moteur qui entraîne la pompe en rotation. Alors, pour le mode de défaillance, il existe les usures de l'arbre et les organes internes, les vibrations et l'arrêt de rotation. Pour les causes, pour l'usure, peut être les causes de l'échauffement. Les vibrations peuvent être causées par les boulons de fixation mal fixés, alors que l'opérateur n'a pas bien fixé les boulons sur le support, ou le support elle-même n'est pas bien fixé sur la table, par exemple, ou sur le sol, ce qui va nous causer comme effet l'arrêt de la pompe. Alors, pour l'échauffement, on peut le détecter par les rayonnements infrarouges et le boulon de fixation, on peut le détecter par l'œil, mais à peu près, il est difficile. Alors, on peut la détecter par une analyse ou le contrôle visuel ou une analyse vibratoire. La rotation aussi, elle va être causée par le coincement de la turbine. Si la rotation est arrêtée, la turbine va coincer et on peut le détecter par l'œil. Alors, pour le troisième élément, c'est le courroie. C'est un élément de transmission qui permet de transmettre le mouvement de puissance entre la moteur et la pompe. Alors, les modes de défaillance, premier, c'est la rupture, qui est causée par le surtension. Le surtension qui va provoquer la rupture du courroie. On peut la détecter par les deux. Pour le deuxième mode de défaillance, c'est l'usure du patinage du courroie. Comme cause de faillance, c'est le problème d'alignement. Alors, si le problème d'alignement persiste, il va causer l'usure du poulie. L'usure du poulie, on peut pas le voir par l'œil. Alors, pour réaliser une analyse vibratoire, où on va trouver des pulsations quelque chose qui ne va pas dans l'alignement du groupe. Il ne fonctionne pas comme alors, pour la vitesse de rotation de la pompe, peut être très élevée, ce qui va causer un problème dimensionnement de la pompe. Alors, comment on peut la détecter? On peut la détecter par la mesure de vitesse. Troisième défaillance, c'est l'alignement justement de l'entraînement. Alors, comme cause, et peut-être le manque de contrôle d'alignement. Alors, l'opérateur ne contrôle pas régulièrement l'alignement ou lors de la phase de montage, l'alignement se fait de manière incorrecte. Alors, ce qui va causer un usure excessif de courroie ne peut pas détecter, sauf par une analyse vibratoire. C'est pour la fixation de la pompe, c'est la même chose de la fixation de fixation ici du moteur. Alors, la pompe n'est pas bien fixée ou la fixation est incorrecte. Ce qui va causer la vibration, cette vibration, on va le contrôler par un contrôle vibratoire. Alors, le troisième mode défaillance, c'est la faible puissance du niveau de la pompe. La pompe dans une puissance ou un débit qui n'est pas suffisant. Comme cause, peut-être c'est le coincement de la turbine, ce qui va nous donner comme effet le débordement du bac ou le chute de rendement, qu'on peut le voir par l'œil nu. Alors, je me présente, je suis Alexandre Khalifi Tardosi. Alors, concernant la dernière partie, on va présenter bien sûr les éléments critiques avec ces actions de maintenance. Euh, alors, on commence par les éléments critiques.
Alors, à partir bien sûr de l'analyse de AMDEC, analyse de mode de défaillance, de leurs effets, leur criticité, on a regroupé ces éléments avec bien sûr sans criticité maximale pour chaque mode de défaillance. Par exemple, les CELIA, on a plusieurs bien sûr modes de défaillance, par exemple pour l'ensemble de paliers. Donc on apprenait la valeur maximale de sa criticité. Donc puis, bien sûr, on a identifié à partir, bien sûr, d'une réunion déjà réalisée, la seuil nominal pour dire ces éléments sont critiques, c'est 12. Et bien sûr, les éléments moins critiques, qui ont un indice de criticité ou bien c'est inférieur à 12. Donc, par exemple, pour l'ensemble de paliers ou bien les courroies et aussi pour le moteur électrique et les demi-volutes et l'impulsure E13 qui ont bien sûr un indice de criticité supérieur à 12, donc ils sont critiques. Et pour les autres, sans moi. Alors, bien sûr, à partir de cette classification et cet ordre, on peut aussi définir les plans de maintenance préventive, soit ou bien des actions de maintenance, selon bien sûr l'ordre de criticité. Donc par exemple, on a choisi s'il y a un indice de criticité inférieur à 12, on fait bien sûr des actions de maintenance autonomes. Et pour bien sûr les actions de maintenance préventive, soit à faible fréquence ou bien à fréquence élevée, c'est pour l'indice de criticité est supérieur à 12. Alors, on passe à les plans de maintenance préventive, ou bien les maintenances, soit maintenance systématique, soit bien sûr maintenance conditionnelle ou bien maintenance de ronde. Donc, cette partie se décompose en trois catégories. Première catégorie, c'est pour les éléments qui ont un indice de criticité égal à 18. Donc, on constate deux éléments, ce sont l'ensemble de paliers et les courroies. Donc, à titre d'exemple, pour l'ensemble de paliers, on peut contrôler bien sûr les caractéristiques de la polpe ou bien de la pompe de chaque mois ou bien 2 mois par bien sûr des techniciens, soit bien sûr de contrôler la température et aussi la pression d'aspiration d'eau et de refoulement. Et aussi de contrôler bien sûr l'alignement des poulets et de vérifier l'état de surface des paliers ou bien d'ajouter des graisses à chaque mois et aussi de régler bien sûr par exemple la tension de la courroie durant les 7 jours. Alors, concernant par exemple le courroie, on peut bien sûr de vérifier ou bien de contrôler la tension du courroie de une mois, bien sûr, pardon, de une semaine par bien sûr le technicien. Et aussi par exemple de faire de maintenance autonome, par exemple de bivite et de contrôle sur le courroie. Euh, Puis on passe à les éléments qui ont un indice de criticité égal à 12. Donc on constate par exemple le moteur électrique et aussi l'impulseur et le tresse et les demi-volutes. Donc parmi par exemple pour les actions de contrôle pour le moteur électrique, donc par exemple l'analyse vibratoire, c'est-à-dire des contrôles de vibration par des appareils soit offline ou bien online, d'une périodicité bien sûr de une semaine. Bien sûr par des ingénieurs, par exemple, car ce sont des appareils très spécifiés, donc ils ont des compétences et des expériences élevées. Par exemple, pour l'impulseur, bien sûr, on peut contrôler le niveau de la pulpe dans le bac d'aspiration.
donc soit une ou bien 2 semaines, etc. Donc, puis on a bien sûr les éléments qui ont un indice de criticité égal 8 ou bien égal 6. Donc, on constate l'XPLE et aussi le corps de la pompe avec lanterne de la pompe. Donc, par exemple, pour les actions de l'expelleur, on peut contrôler l'état de l'expelleur durant une ou bien 3 mois. Ce sont des fréquences assez faibles, mais ce sont des éléments qui sont moins critiques. Donc, par exemple, de faire, par exemple, pour le corps de la pompe, de faire une maintenance autonome, c'est seulement, par exemple, des contrôles et aussi des nettoyages simples. Et de vérifier par exemple s'il y a des poussières, des éléments qui, qui rendent le corps de la pompe sale, etc. Et merci. Bonjour, maintenant dans cette partie on va entamer la partie APR pour objectif d'identifier les différents risques, leurs causes et leurs effets. Ensuite l'estimation de la probabilité d'occurrence de ces risques et leur gravité, ce qui nous permet de proposer des mesures pour les supprimer. Donc pour l'évaluation de la probabilité et la gravité, on a utilisé une échelle de 1 à 4 pour évaluer les niveaux de gravité selon l'effet sur la sécurité, la protection, la qualité, l'environnement et la réputation de l'OCP. Aussi, on a utilisé une échelle de 1 jusqu'à 4 pour évaluer les niveaux d'occurrence selon la fréquence d'apparition de ces risques. Donc on a se basé sur le système de pompage de l'acide sulfurique à partir des bacs de stockage vers l'atelier phosphorique pour la production de l'acide phosphorique. Donc on a cité les différents éléments qui peuvent être considérés comme des sources des grands risques, soit pour l'environnement, les personnels ou bien la production de l'OCP. Donc le premier élément c'est les câbles électriques ou bien la courbe de la pompe. L'activité qui peut engendrer les risques, c'est la présence d'un opérateur par exemple pour la vérification ou bien la mise en marche de la pompe. Les risques possibles sont le court-circuit, les câbles sont dénudés, ça veut dire ne sont pas isolés, et un défaut d'isolement électrique de la courbe de la pompe. Les causes de ces risques sont par exemple une erreur humaine ou bien des erreurs organisationnelles, par exemple le défaut d'entretien. Les effets de ces causes, c'est l'électrisation ou bien l'électrocution, ça veut dire des chocs électriques. Donc la probabilité d'occurrence de ces risques c'est 3 et la gravité c'est 2. Donc parmi les mesures qui peuvent être mises en place pour supprimer ces risques, c'est la vérification du circuit électrique ou bien l'apport des équipements de protection individuelle par les opérateurs pour se protéger contre les chocs électriques. Donc le deuxième élément c'est la canalisation de distribution. Le travail à côté de ces canaux-là, ou bien des interventions qui peuvent engendrer des risques. Les risques possibles sont la fuite ou bien la présence des résidus d'acide ou bien l'inflammation. Donc les causes de fuite sont des défaillances matérielles ou bien un choc mécanique. La présence de résidus d'acide peuvent être causées par la non-vérification des opérateurs lors de la maintenance. Donc l'inflammation peut être causée par un erreur humain, par exemple une cigarette d'un opérateur ou bien un incendie voisin de la fuite de ces canaux.
Les effets des fuites et la présence des résidus d'acide sont notamment des problèmes de santé, par exemple l'inhalation ou bien la cécité au cas de contact avec les yeux. Donc la probabilité d'occurrence du fuite c'est 1 et la gravité c'est 4. La probabilité d'occurrence de présence de résidus d'acide c'est 2 et la gravité c'est 4. Donc parmi les actions qui peuvent être mises en place pour éviter ces risques, c'est l'entretien régulier et assurer que le matériau de canalisation utilisé pour les canaux résiste la corrosion due à l'acide. La formation du personnel peut être mise en place pour éviter ce genre de problèmes dus à l'erreur humaine. Donc l'inflammation peut être évitée par utiliser une distance d'éloignement par rapport aux installations voisines. L'élément suivant c'est le système d'étanchéité. Le travail proche de la pompe ou bien une maintenance de la pompe peut engendrer des risques, par exemple la fuite ou bien la dégradation de fonctionnement. La fuite peut être causée par une usure de joint d'étanchéité et aussi la dégradation de fonctionnement peut être engendrée par une usure de joint d'étanchéité ou bien un mauvais montage de joint ou bien un mauvais choix de matériaux de joint. Donc les effets de ces risques sont par exemple l'explosion, la détérioration de la pompe ou bien le chute de rendement. La probabilité c'est de l'explosion c'est 2 et la gravité c'est 3. Donc pour éviter ces risques, on peut former les personnels et faire des entretiens des joints réguliers. Pour éviter les problèmes de dégradation de fonctionnement, on peut assurer que le matériau utilisé pour les joints est conforme. L'élément suivant c'est le moteur. Le risque possible c'est l'arrêt du moteur qui peut être causé par une coupure d'électricité, consonnage de l'arbre, rupture de la croix, etc. Donc les effets de ce risque c'est l'absence de refoulement de liquide ou bien un arrêt total de production. Donc la probabilité d'occurrence c'est 1 et la gravité c'est 3. Donc parmi les actions qu'il peut utiliser pour éviter ces problèmes, c'est l'installation d'un groupe électrogène au cas d'une coupure d'électricité, l'entretien régulier de moteur et de courroie, ou bien l'utilisation d'un autre moteur en redondance passive. L'autre problème c'est la partie commande. Les risques sont les faibles débit, ou bien un débit excessif ou bien absence totale de débit. Les causes de ces problèmes c'est une erreur humaine ou bien une coupure de transmission des signaux de commande entre la partie opérative et la partie commande. Donc les effets de faible débit c'est le chute de rendement ou bien la mauvaise réaction chimique qui ont une probabilité d'occurrence de 1 et une gravité de 2. Le débit excessif peut engendrer une explosion ou bien une détérioration des canaux de distribution. La probabilité c'est 2 et probabilité d'occurrence c'est 2 et la gravité c'est 4. L'absence de débit peut engendrer l'arrêt total de production. Donc pour éviter ces problèmes, on peut utiliser un contrôle régulier des fils de connexion et la formation du personnel.